Bonjour et bienvenue dans notre émission Parlez-vous public, une émission proposée par les éditions VK en partenariat avec la Casdin Banque Populaire, la banque coopérative de la fonction publique. Le principe de cette émission est simple, un thème, 3 invités et mes questions. Et le thème que nous avons choisi pour cette émission est la question de la formation des agents publics de demain dans un monde incertain. Alors pourquoi ce thème, pourquoi cette question ? Parce que les enjeux géopolitiques, les enjeux sociétaux, environnementaux et également économiques vont obliger nos organisations à s'adapter dans leurs procédures, le déploiement de leurs compétences, leurs modalités d'action face à de nouvelles urgences dont nous savons qu'il sera difficile de définir la nature par avance. Alors certes, nos organisations ont déjà essayer, tenter d'évoluer, mais elles doivent continuer à le faire plus que jamais. Et la question est venue, et l'agent public dans tout cela ? Car ces missions seront directement impactées par ces différentes transformations. Comment les employeurs publics, les décideurs publics, les organismes publics de formation perçoivent et préparent l'agent de demain ? Quelles compétences devront être apprises ou développées ? Comment élaborer un programme de formation efficace et pertinent ? Quels nouveaux outils ? Quels nouveaux formats ? Nous n'aurons pas en 30 minutes la prétention de répondre à toutes ces questions, mais au moins d'éclairer quelques pistes, de les croiser avec des invités issus de fonctions publiques différentes que je m'empresse de vous présenter. Soraya Fontaine-Kessar, vous êtes directrice générale des services de la ville de Gennevilliers, après avoir été directrice des partenariats d'innovation et des territoires au CNFPT, et une longue carrière, que ce soit comme DRH, comme DGA, dans différentes collectivités locales, où vos engagements et votre management ont toujours donné une large place à la transmission. Tout à fait exact. Bonjour. Bonjour. Isabelle Bell, vous êtes directrice des soins, coordonnateur ou coordonnatrice, je ne sais jamais ce qu'il faut dire, coordonnatrice en ce qui me concerne, des soins des instituts de formation du CH de Saverne et de Sarrebourg. Et vous êtes directrice du département des sciences infirmières à l'université de Strasbourg. En regardant votre parcours, j'ai retiré 3 mots-clés qui me paraissent importants. Formation, recherche, innovation. Ouais, est-ce que ça vous convient ? Tout à fait exact. Merci beaucoup, bonjour. Sylvain Béguet, vous êtes directeur adjoint de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Je précise tout de suite que ça concerne les personnels d'encadrement et les personnels administratifs, essentiellement l'inspecteur, chef d'établissement. Vous avez commencé votre carrière, toute une carrière dans l'éducation nationale. Vous avez commencé comme instituteur et vos 2 derniers... Alors, je passe toutes les étapes. Mais vos 2 derniers postes étaient directeur académique adjoint en Haute-Savoie, puis directeur de cabinet du recteur de Nice. Vous êtes également adjoint au maire d'une commune depuis 2 mandats. Je ne sais pas, vous vous représentez ? Non. Non, bon, d'accord. C'est une information qui paraissait importante de partager. On va commencer par vous, Soraya Fontaine-Kessar. Aujourd'hui, quand on regarde dans les offres de formation, on voit souvent ce genre de formation dirigeant, comment se former à la gestion de l'incertitude. C'est le genre de formation qui font florès. Pourtant, une des premières réactions que vous avez eues à la thématique qui nous est proposée, et je le dis comme je l'ai entendu, que l'incertitude, l'instabilité, pour moi, ce n'est pas un problème. Alors, est-ce qu'on peut élargir la question en vous demandant si l'incertitude, c'est pas en fait le propre de vos métiers, peut-être à tous d'ailleurs, et comment est-ce que c'est compatible avec la volonté et la responsabilité de porter un projet collectif dans lequel la formation a toute sa place ? Oui, alors c'est vrai que je suis toujours étonnée de la récurrence, la permanence de ce sujet. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, j'étais invitée aussi à un séminaire avec l'intitulé suivant « Peut-on gouverner dans l'incertitude ?» Alors, ça m'étonne d'abord parce que je pense que c'est pas une question nouvelle. Et c'est vrai qu'en préparant l'émission, je me suis souvenu que il y a 20 ans, c'était mes premiers entretiens territoriaux de Strasbourg. Et le thème était déjà l'incertitude, l'instabilité. Donc, c'est pas un sujet nouveau. Et après, ça m'étonne parce que pour moi, c'est pas un accident de nos métiers, en fait. C'est une condition normale d'exercice. C'est-à-dire que, justement, l'administration est là pour maintenir le cap, donner de la perspective dans des environnements qui sont incertains. Parce que sinon, ça veut dire considérer qu'on ne peut exercer son métier que si tout est certain. Alors, personnellement, j'ai jamais posé ce postulat. Alors, une fois qu'on a dit ça, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de facteurs d'évolution dans notre environnement, évidemment. Mais par exemple, la complexité
croissante me semble un élément beaucoup plus marquant de changement que l'incertitude. Alors, comment on fait pour porter des projets collectifs dans des environnements incertains ou instables ? Et donc là, pour moi, ça fait appel évidemment aux compétences des managers. Et je pense que le premier point, et c'est jamais simple en pratique, c'est de considérer déjà que notre rôle, c'est pas de tout maîtriser. Et je dis que ça n'est pas simple parce que je trouve que dans nos formations initiales, on a un peu tendance à nous expliquer que notre rôle, c'est donner de la perspective, et la perspective, c'est la maîtrise. Et je pense que c'est une erreur. Notre rôle, c'est plutôt, et surtout quand c'est incertain, de donner du sens, de la lisibilité, mais aussi dans un principe d'humilité. On l'a bien vu pendant le Covid. On était forcément dans une séquence d'humilité. On ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Donc là, dans la posture, l'humilité confiante, et finalement de se dire que notre rôle, c'est pas de transmettre des certitudes, mais c'est plus apprendre à raisonner dans l'incertain. Ce que vous dites, ça me rappelle une phrase de Boris Cyrulnik qui disait que l'incertitude, c'est la vie, que l'incertitude, c'est mortifère. Exactement. Et je pense que cette phrase, elle est assez juste. Alors, Sylvain Béguet, face à cette incertitude, là, qu'on peut apprécier effectivement diversement, comment est-ce que vous envisagez, je dirais, une plus grande plasticité des formations, plasticité qui correspond à la fois à une indispensable hybridation, et là, le Covid que vous évoquiez l'a accéléré. Et puis, en même temps, l'attente de formation qui soit, je dirais, plus transversale ou plus transférable dans d'autres milieux professionnels. Alors, vous l'avez évoqué en introduction, dans l'institut dans lequel je travaille, nous formons essentiellement des cadres. Mais ce que je vais dire, ça concerne aussi, je crois, l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. D'abord, le concept de mutabilité, de capacité qu'ont nos fonctions publiques à s'adapter à des innovations, ça fait partie de notre cœur de réflexion dans la formation de l'ensemble de nos personnels. Et nous avons donc comme élément, j'allais dire fondateur, vecteur de nos formations, l'idée d'adaptation, à la fois adapter nos élèves à des évolutions sociétales qui sont marquantes. On reviendra, j'imagine, plus tard peut-être sur la question de l'intelligence artificielle, ça fait partie des sujets. S'adapter aussi à une demande sociale qui varie. Vous évoquiez le fait que j'ai commencé ma carrière comme instituteur en 1984. Le rapport des familles à l'école était vraiment très très différent. Donc il y a des choses qui ont beaucoup bougé. Et pour revenir sur la question de formation et des formats de formation, nous sommes aujourd'hui, et notamment pour nos cadres, contraints de prendre davantage en compte l'équilibre entre vie professionnelle, formation pour le développement professionnel et vie personnelle, ce qui nous encourage à choisir des formats de plus en plus hybridés, avec peu de temps présentiel mais beaucoup de temps de ressources qui sont mises à disposition à distance, et avec de l'ingénierie de formation qui fait que former à distance, c'est pas simplement disposer des ressources, proposer des PowerPoint, mais c'est aussi faire interagir les gens à distance, créer des communautés d'apprenants qui sont en capacité, quelle que soit leur place dans le territoire, qui sont en capacité d'interagir, de travailler ensemble, de construire des projets. Nous considérons que c'est à la fois quelque chose qui répond aux besoins de nos personnels, besoins d'adaptation, puis aussi ça introduit beaucoup d'horizontalité dans les logiques de formation. On est moins sur quelque chose qui est surplombant, avec de la formation qui serait injonctive. On laisse beaucoup plus de place aux interactions entre les acteurs, et les modalités actuelles liées à toute l'évolution numérique nous permettent d'aller dans cette direction, puisqu'on a maintenant le sentiment, quand on travaille à distance, d'être quasiment dans les mêmes conditions que si on était dans la même salle. On perd l'informel, ce qui participe quand même de points importants dans les relations. Donc on essaye d'être dans l'équilibre entre ces éléments nécessaires, la rencontre, la vraie rencontre, mais aussi toute la capacité qu'ont nos moyens techniques de nous permettre de travailler à distance. Cette image moins surplombante, c'est vrai que ça participe aussi de la question de l'attractivité de la fonction publique. Oui, absolument. À l'extérieur par rapport aux jeunes générations. Oui, attractivité. Alors, il y a à la fois attirer des nouvelles, des personnels. On a un vrai besoin de renouvellement, mais c'est aussi maintenir en situation d'exercice des personnels qui, à certains moments, vous évoquiez tout à l'heure la crise du Covid, qui à certains moments ont éprouvé
des vraies fragilités professionnelles. Et je ne suis pas sûr qu'on soit complètement sorti de cette fragilité-là. On a du côté de nos agents le besoin peut-être de retrouver un peu plus de sens à leur action. Et ça participe aussi de ce que nous essayons de mettre en œuvre dans nos formations. On travaille beaucoup sur le concept de leadership, aussi sur le management, mais leadership dans le sens on pose d'abord les valeurs qui nous unissent avant de poser la question des techniques qui nous permettent de travailler. C'est cette question des valeurs fondatrices de notre système éducatif, donc de notre société. Ces valeurs, cette question, elle est vraiment fondamentale pour nous. Isabelle Bell, je voulais vous questionner peut-être sur un autre angle. Quand on a préparé cette émission, vous m'expliquiez que vous travaillez essentiellement avec des jeunes ou des personnes en reconversion, qui se préparent donc à devenir infirmières ou infirmiers. Et vous me disiez que si vous aviez une priorité, ce serait que leur formation les incite à développer leur esprit critique. D'où vient ce constat ? Alors, le constat, déjà, je partage tout ce qui a été dit. On est dans des secteurs différents, mais on se rejoint en tout cas sur la philosophie et la façon de former. C'est rassurant. Voilà. Former les infirmiers de demain, ça ne se limite pas seulement à leur apporter des savoirs académiques ou techniques ou scientifiques. C'est les accompagner dans un parcours de formation. On a aujourd'hui des jeunes qui sont en formation et ces jeunes-là, ils sont hyper connectés. Et ils sont dans l'information de l'immédiateté. Et comment distinguer le vrai du vraisemblable. Et ça, c'est une réelle question par rapport à l'exercice professionnel et la responsabilité professionnelle qu'ils vont avoir vis-à-vis des usagers dont ils vont prendre soin. Si on ne les forme pas à l'esprit critique, eh ben, avec toutes les fake news, etc., ils n'arrivent pas à distinguer dans l'application ensuite d'un soin à réaliser auprès d'une personne ce qui est du vrai, qui répond au protocole et aux exigences du métier, et ce qui est peut-être un peu moins certain. Voilà. Donc ça demande en formation de les préparer de faire des analyses de cas avec eux, de suivre l'actualité professionnelle et de les questionner. Où c'est qu'ils vont chercher, sur quel site référencé il faut aller, sur quoi on s'appuie. On travaille avec eux des sujets éthiques et sociétaux, de façon à interroger et à développer cet esprit critique, à ne pas prendre pour argent comptant ce qui est dit et qui peut sembler comme ça à première vue réel, mais en fait qui n'est pas tout à fait ça. Ça engage la responsabilité professionnelle et le but c'est surtout de les guider et de les apprendre à croiser les ressources et les données qu'ils peuvent avoir pour se dire qu'est-ce qui correspond à l'exercice professionnel et à ce que je puisse dispenser un soin de qualité en toute sécurité. C'est former les générations de demain et les préparer à être des citoyens, j'ai envie de dire, engagés, qui sont capables d'innovation et de responsabilité. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. La formation infirmière, c'est pas seulement, effectivement, il y a des savoirs académiques, des savoirs scientifiques, des savoirs techniques, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est comment je vais pouvoir interroger les organisations de travail qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui. Comment je les fais évoluer? Et on sait que c'est souvent des gros mammouths et que c'est compliqué, mais je rejoins la question du sens. On l'abordera peut-être après aussi. Les organisations actuelles ne correspondent plus forcément au sens que les jeunes ont envie de donner au travail et à leur exercice professionnel. Et il faut qu'on sache les écouter. Certains d'eux ont des réels talents, ont vraiment des visions anticipatrices par rapport à l'exercice professionnel. Et il faut que toutes les générations puissent travailler ensemble pour dispenser des soins qui soient adaptés à la population. Oui, vous parlez des organisations. Soraya Fontaine-Kessard, vous militez pour au-delà de la formation des hommes et des femmes, des individus, pour des organisations que l'on qualifie d'apprenantes. Mais si tel est le cas, est-ce que ça ne veut pas dire qu'au quotidien, le contenu des formations, comme vous l'aviez évoqué, doivent se développer avec plus d'esprit critique, plus de débats, plus de controverses, et ça bouscule quand même pas mal la manière de faire qu'on avait jusqu'à maintenant, où on est tous un peu formés et éduqués à une autre manière de se former. Alors oui, le thème de l'organisation apprenante, c'est pas un thème qui est nouveau, mais c'est quand même bien de se le rappeler. Et alors, je lisais dernièrement un article. Je vous
Je pose quelques chiffres. Donc, la revue Gestion HEC Montréal, qui écrivait un article sur les compétences du futur et qui rappelait que seuls 10% des idées internes dans une organisation sont réellement exploitées et que les freins principaux d'une organisation apprenante, les silos, la lourdeur administrative, la culture hiérarchique. Donc ça concerne beaucoup le secteur public. Alors, pour moi, une organisation apprenante, au-delà d'être une organisation qui, évidemment, est capable de faire apprendre en continu, c'est une organisation qui permet la circulation réelle des savoirs. Je pense que c'est important d'être précis sur ce que ça veut dire en pratique. C'est aussi la reconnaissance de l'expertise de terrain. Et, à mon sens, l'existence d'espaces de dialogue et de confrontation constructive, ce qui rejoint ce que vous disiez justement sur le développement de l'esprit critique. Et donc, dans mes réflexions ces derniers mois, j'ai fait le lien avec ce qui est porté par Dominique Méda sur la démocratisation des organisations. Et ce qui m'a fait faire ce lien, c'est le projet que je porte aujourd'hui. Je suis dans une collectivité qui a une ambition très forte, une équipe a une ambition très forte en matière de démocratie participative. Et en fait, je me suis rendu compte, ça paraît basique, qu'un des freins, c'est que de ma collectivité, c'est qu'en interne, on n'a pas un fonctionnement démocratique. Donc, oui, comment porter une ambition forte vis-à-vis des citoyens, avec les élus, si nous-mêmes, en interne, on ne fonctionne pas de façon démocratique. Et là encore, pour être plus précis, alors, démocratiser, ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir voix au chapitre pour tout. Là aussi, il faut être précis. C'est reconnaître que l'intelligence est distribuée, que l'apprentissage est collectif. Et je reviens sur les rôles sur le rôle des managers, qui serait surtout de créer les conditions pour que cette intelligence circule et que le savoir circule. Alors, sur la question d'esprit critique, je pense que c'est pas forcément, encore une fois, dans notre culture de base. Et je suis pas certaine que, encore une fois, nos formations initiales actuelles le prennent suffisamment en compte. On a encore l'idée, et moi je le vois aussi parfois dans les échanges qu'on a entre collègues, dans les relations avec les élus, que l'administration est là pour exécuter. Donc ça paraît ancien, mais la réalité, c'est que ça existe toujours. Et j'en terminerai par là. Moi, je vois aussi quand même deux écueils dans nos fonctionnements. Je trouve qu'on a une difficulté à répondre simplement à des demandes simples. Et quand je pose ça, je ne suis pas en train de parler de simplification telle que c'est posé dans le débat aujourd'hui, qui est plutôt pour moi une forme de réduction. Voilà, répondre simplement à des choses simples. Et le deuxième peut-être point d'amélioration, c'est de ne pas considérer, ça je l'entends souvent, que l'objectif c'est de respecter la procédure. Je dis souvent à mes collaborateurs, c'est un peu provocateur, mais l'objectif, ça n'est jamais de respecter la procédure. Une procédure, elle est là pour porter une ambition de service public, une ambition de coopération, de qualité au travail. Et donc, voilà, il faut qu'on soit nombreux en tant que manager à toujours remettre ce sens, ce qui nous permettra, je pense aussi, de développer notre esprit critique. Ce que vous dites, ça me fait penser à différentes expériences qui ont été faites autour du biais de confirmation où 10 personnes intelligentes, formées, enfin soi-disant intelligentes, formées, éduquées, professionnelles, compétentes, etc., ne cherchent qu'une seule chose, c'est à trouver des arguments qui vont dans le sens de la stratégie qu'il leur est proposée sans jamais éventuellement la remettre en question. Ce qui fait que 10 personnes intelligentes prennent une décision idiote, quoi. Voilà. Bon. Alors on va passer peut-être sous un autre angle, quoique ça reste dans les organisations apprenantes, et plus directement sur l'éducation nationale, comme d'autres administrations. D'ailleurs, je pense que la santé est concernée, sur la question de la désertification de certains territoires, de l'évolution démographique également, qui quand même va obliger un certain nombre d'administrations à trouver des solutions un peu plus territorialisées, mais aussi avec des partenariats avec d'autres acteurs. Comment est-ce que vous envisagez ça ? Alors, pour poursuivre le propos de la collègue, il y a dans
notre organisation la volonté d'être non seulement dans l'adaptation aux besoins d'aujourd'hui, mais aussi dans la capacité à répondre aux besoins de demain. Et c'est ce qui est un peu compliqué, cette rencontre de deux temporalités qui n'engagent pas l'action dans les mêmes périmètres et avec les mêmes objectifs. Alors, pour précisément prendre en compte ce qui est devant nous, à savoir une baisse démographique scolaire très très sensible, très importante, il va falloir que nous fassions preuve d'une réelle capacité d'innovation territoriale. Je représente une institution qui est très jacobine dans sa façon d'organiser son service, à savoir on a une direction générale, un ministère qui déploie ses lignes politiques en prenant appui sur des recteurs qui sont censés interpréter localement une volonté politique nationale, et puis ensuite on arrive au niveau départemental, puis au niveau des établissements. Et ce schéma-là, même s'il laisse de la place aux acteurs, c'est évident, mais ce schéma-là ne prend peut-être pas suffisamment en compte l'hétérogénéité des territoires. Et proposer un projet de scolarisation pour un élève qui habite dans la couronne parisienne ou pour un élève qui habite en Lozère, c'est peut-être pas le même rapport à la mobilité, c'est peut-être pas le même rapport à l'ambition. Donc on a tous ces éléments-là à prendre en compte. Donc ça veut dire qu'il faut que l'on utilise ce dont on a la possibilité, à savoir expérimenter, innover. Ça, c'est un premier élément important. Et le deuxième élément, c'est considérer que l'éducation, elle ne travaille pas seule dans la perception de ce que doit être un service public territorialisé. Il faut que nous y allions avec nos partenaires qui sont bien entendu les préfets, bien entendu les représentants des collectivités territoriales, bien entendu les familles, bien entendu les autres acteurs porteurs de services publics, la santé par exemple, qui rencontre sensiblement les mêmes difficultés que nous pour porter un service public jusqu'au dernier kilomètre. Mais je crois qu'il faut qu'on y aille d'abord collectivement, qu'on y aille de façon suffisamment respectueuse des territoires et surtout de l'intelligence et de l'histoire des territoires. On ne va pas faire à la place et décider à la place des acteurs locaux ce qui est bon pour eux. Il est important, et j'ai été très sensible à votre remarque autour de la démocratie participative. Je crois qu'il faut qu'on inscrive aussi nos actions, celles de l'institution que je représente, et il faut qu'on les inscrive dans cette logique de participation. Un projet ne sera cohérent avec les besoins du territoire que si on prend le temps d'analyser ces besoins-là. C'est ce qui se fait notamment dans l'enseignement supérieur. On a des schémas locaux d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation qui mettent autour de la table des acteurs, des collectivités territoriales, des chercheurs, des représentants d'entreprises, de façon à ce que se convergent, on va dire, d'abord des constats partagés et puis ensuite des solutions qui sont elles aussi inscrites dans une responsabilité partagée. Alors justement, sur cette question de démocratie participative, en tout cas d'écoute et de compréhension des véritables attentes, c'est quoi les attentes en fait, à la fois personnelles, je dirais, et professionnelles des personnes que vous formez? Et puis comment est-ce que vous tentez de vous y adapter ou de les anticiper, sachant qu'on a bien compris que les organisations évoluent moins vite que les personnes qui en font partie. Je voudrais juste avant rebondir sur ce que vous venez de dire, avec un exemple concret qui est mené par des établissements d'enseignement supérieur, c'est les cordées de la réussite, qui permet justement à des jeunes qui sont en collège et en lycée, sur un territoire donné, avec un établissement d'enseignement supérieur, de construire leur parcours d'orientation et avec une chance pour tous. Et ça, je trouve que ça illustre aussi bien des partenariats qu'il peut y avoir entre différentes fonctions territoriales sur un même secteur. Après, les attentes des jeunes d'aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'espace de formation infirmière, c'est on retrouve la notion de sens que vous avez évoquée, que ça ait du sens par rapport à leur vie personnelle et leur vie professionnelle, qu'il y a une concordance comme ça qui puisse s'exprimer. La notion, on parle beaucoup de plaisir au travail, de loisirs, etc. Ça amène, en tout cas dans les organisations hospitalières, à aller vers d'autres modèles organisationnels. Je peux prendre par exemple des choses qui se passent dans certaines structures hospitalières où au moment de l'embauche des jeunes, quand ils sortent de l'école, on leur demande quand c'est qu'ils veulent travailler. Est-ce qu'ils veulent travailler de jour, de nuit, quel est le mois qu'ils veulent
veulent travailler, quand c'est qu'ils veulent être en vacances, etc. Et c'est en test à l'heure actuelle sur le sol français, dans certaines structures, et ça répond aux besoins des jeunes. On parlait d'attractivité du métier, de fidélisation du métier, et ben ça y contribue vraiment. Ils ne partent pas, ils savent qu'ils sont là et ils se donnent à fond sur le mois où ils sont là. Ensuite, ils savent qu'ils peuvent prendre 1 mois de vacances ou 15 jours de vacances, et voilà, où ils font jamais de nuit, où ils travaillent de nuit. Alors, c'est vrai que ça demande à réinterroger nos organisations, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Mais en tout cas, sur les tests qui sont faits, ça semble répondre à la fois à la sécurité et des soins qui sont faits, et à la fois aux exigences des jeunes. Les jeunes, ils ont besoin d'avoir un parcours qui soit personnalisé, qu'on sache les écouter et prendre en compte, alors quand on peut, je ne dis pas qu'il faut révolutionner les organisations, mais en tout cas qu'on puisse les interroger. Ça rentre dans cette idée d'organisation apprenante. Chacun a sa portée, chacun a à se nourrir des uns et des autres, mais après, comment collectivement on construit? Et tout ne peut pas être tout de suite. Il faut parfois du temps, il faut passer par une première étape et puis une suivante, mais faut qu'on fasse attention d'entraîner tout le monde avec, parce que voilà, tout le monde a une parole et a une idée de l'organisation de travail. Les jeunes sont très sensibles aussi au développement durable et à l'éco-responsabilité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être pris en compte, et dans le secteur hospitalier, alors même s'il y a certains établissements qui commencent à s'y mettre, ça reste une problématique réelle, ça reste quelque chose de compliqué. La qualité de vie au travail, et les jeunes demandent à ce que les valeurs qui soient exprimées par l'institution ou par l'établissement soient vraiment vécues dans les organisations de travail, que ça soit pas juste un beau discours sur le papier, mais que ça soit quelque chose qui soit incarné par les gens qui sont en activité. Dans l'espace de formation, c'est des espaces personnalisés de formation. Alors, on a parlé juste avant des cordées de la réussite, mais il y a aussi tout le mentorat, le tutorat qui peut être mis en place. Ça, c'est quelque chose d'important pour aider à s'approprier, j'ai envie de dire, les codes professionnels pour pouvoir exercer ensuite. Voilà, c'est ce qui... J'essaye de faire un parallèle avec ce que vous m'aviez dit. Vous parlez d'incarnation. Oui. Et puis, en même temps, vous m'expliquiez, enfin, je vous laisse raconter la situation, ce rapport que les étudiants, les élèves que vous avez, peuvent avoir avec l'intelligence artificielle par rapport à ce qu'ils ont appris de professeurs, j'allais dire, humains, oui. sur le terrain. Alors, c'est vrai que pour leur faire prendre conscience à la fois des atouts de l'intelligence artificielle, mais aussi de ses limites, c'est intéressant de les confronter avec certains, un groupe va aller faire une recherche documentaire telle qu'on a pu le faire, voilà, et un autre groupe le fait avec l'intelligence artificielle, et après il y a une confrontation entre les deux groupes d'étudiants, et ils se rendent compte que l'intelligence artificielle est performante dans la structuration des écrits. Voilà, c'est très structuré, voilà. Par contre, dans ce qu'il y a à l'intérieur et dans la documentation, dans les références, dans l'appui scientifique, là, par contre, il vaut mieux aller dans les ouvrages, dans les publications, voilà, de chercheurs ou voilà, en sciences infirmières, qui sont beaucoup plus stables. Cet exercice-là permet aux étudiants aussi de se rendre compte que l'intelligence artificielle, je peux jouer avec, travailler avec, mais elle a aussi ses limites. Et comme je disais tout à l'heure, il faut croiser les sources et regarder comment tout peut s'articuler. L'objectif, c'est quand même, alors à la fois de se former, mais aussi d'aller dispenser des soins de qualité ensuite et répondre à un service public. Oui, pourtant vous me disiez que sur le terrain, à certains moments, quand il y avait une petite urgence sur un geste à faire, etc., c'était l'intelligence artificielle qui prenait le dessus. Il y a une étude Cadanet qui est en cours à l'heure d'aujourd'hui, en particulier chez les infirmières libérales, qui montre que quand une infirmière libérale n'a pas actualisé ses connaissances, c'est-à-dire la formation tout au long de la vie, et son premier instinct quand elle va tomber sur un geste nouveau où elle ne se souvient plus, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle et de prendre le premier moteur de recherche qui s'affiche. Donc voilà, il y a une dangerosité par rapport à ça, mais voilà, c'est une réalité. Alors Soraya et Sylvain, vous voyez où je veux en venir. En fait, c'est la question qui y a derrière tout ça, de cette IA qui peut être à la fois un outil au service de la formation, mais aussi un danger de s'en contenter, voire même de se dire j'ai plus confiance dans la machine que dans l'homme. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça dans la manière dont peuvent évoluer les formations? Soraya, Sylvain.
Allez, je veux bien me lancer. Nous faisons le choix, côté éducation nationale, d'abandonner la logique de la piraterie, qui a été la logique initiale avec des élèves qui utilisaient l'IA de façon masquée, sans pouvoir en échanger ni avec leur famille, ni avec leurs enseignants, sur ce que ça leur permettait de faire par rapport à l'ensemble des devoirs qu'ils ont à faire à la maison. Donc, on va vers une logique beaucoup plus de transparence et d'explicitation, avec une idée forte qui est comment l'intelligence artificielle peut, à des moments, m'accompagner, notamment pour des élèves qui peuvent être à besoins particuliers. Ça peut être très facilitant pour produire des synthèses, pour accompagner la production d'écrits, pour mieux comprendre certains textes résistants. Donc il y a une aide évidente, mais elle ne sera intégrée à l'évolution du parcours scolaire de l'élève que dès lors que ce sera accompagné de ce qu'évoquait ma voisine, à savoir la constitution d'un esprit critique. Donc ce vers quoi nous allons, c'est exactement cette démarche. C'est s'appuyer sur des usages, repérer les usages qui sont à tous les niveaux, élèves, enseignants, formateurs, cadres, tout le monde utilise l'IA côté éducation nationale et l'assume pleinement. On a un cadre d'usage qui a été produit par notre ministère, mais on fait le répertoire de ces usages et on voit en quoi, à des moments, l'IA n'est qu'un adjuvant, quelque chose qui nous aide, mais qui ne doit pas nous exonérer d'exercer notre esprit critique, de continuer à échanger en relation interhumaine, parce qu'un des risques aussi, c'est l'enfermement, on le sait bien avec les jeunes, et les éléments de santé mentale qui reviennent de façon très massive dans notre système éducatif. Des jeunes qui ne seraient qu'en interaction avec des écrans ou des intelligences artificielles se priveraient de ce que peut avoir de thérapeutique l'interaction humaine réelle. Donc on essaye de jouer sur ces deux versants-là, on n'oublie pas cet outil parce qu'il est absolument prodigieux dans ce qu'il peut produire, mais par contre, on l'intègre pleinement. Il nous reste quelques minutes, malheureusement. Moi, je vais être assez alignée avec mes collègues, c'est-à-dire qu'on a fait de l'IA un outil, nous, au service du projet de la collectivité. D'abord parce qu'il est là, il y a des usages, donc plutôt à valoriser les usages, développer l'esprit critique, alerter sur les dangers. Donc, on travaille sur aussi une charte éthique. Donc, plutôt être en rebond. Mais il y a quand même une question qui revient souvent et qu'il faut qu'on anticipe. C'est finalement qu'est-ce qui fait la différence entre l'IA et l'humain ? Voilà. Et donc la question de la compétence humaine versus la compétence technologique IA. Alors évidemment, à chaque fois je suis surprise quand on pose la question parce qu'à aucun moment, évidemment, il s'agit de remplacer l'IA par l'humain, mais il n'empêche que je pense que ça rend la compétence humaine d'autant plus stratégique. Et en gros, ce que pourra jamais faire l'IA. Donc, c'est la compétence émotionnelle, c'est la capacité à coopérer, c'est l'empathie, c'est l'écoute. Donc, on est aussi attentif à ça. Et le dernier point, parce que c'était quand même très en creux de vos interventions, c'est la question générationnelle. On observe effectivement qu'en termes d'usage, d'appréhension aussi de l'IA, on n'a pas forcément les mêmes postures, les mêmes réflexes en fonction des générations. Moi, là-dessus, j'ai cessé de parler de management intergénérationnel. Je pense que c'était une erreur, mais plutôt de projet de solidarité entre les générations, parce que poser le terme management, ça laisse entendre que c'est juste le rôle des managers de favoriser cette solidarité entre les générations. Et par ailleurs, je pense que la solidarité entre les générations, c'est pas seulement les plus expérimentés qui sont en posture d'accueil des plus jeunes. Accueillir, c'est aussi accepter de changer. C'est s'ouvrir. Et là aussi, il y a un petit point de vigilance. Parfois, les collègues les plus expérimentés se disent mon rôle, ça va être de former ceux qui arrivent, de leur transmettre à savoir. Je pense que c'est pas forcément la meilleure posture attendue.
Mais surtout dans des univers où maintenant il y a quasiment 4 générations, des organisations, il y a 4 générations qui se côtoient. Alors peut-être une dernière question. Je regarde cette redoutable pendule qui égrène, qui est peut-être un petit peu différente, mais je voudrais pas ne pas l'avoir posée. C'est quelque chose qu'on avait évoqué, et vous avez parlé un tout petit peu de santé mentale. C'est la précarité quand même, la précarité que vous découvrez des étudiants et des élèves au cours des formations en termes de logement, d'alimentation, etc. Simplement quelques mots pour, ne serait-ce que pour alerter celles et ceux qui nous écoutent, et puis on conclura sur cette partie-là, si vous voulez bien. En tout cas, c'est quelque chose qui grandit au fil des années. Cette précarité des jeunes, voilà, par rapport effectivement, comme vous l'avez dit, le logement, l'alimentation, mais la santé mentale aussi. Et que ça soit dans les espaces de formation, mais aussi dans les milieux de travail, il faut qu'on y soit sensible. On a des ressources, il faut souvent qu'on sache écouter les gens et les orienter. On n'est pas là, on n'est pas un psychologue ou on n'est pas là pour répondre à leurs problématiques, mais on est là pour les accompagner à trouver des solutions et à construire quelque chose avec eux et à passer le relais. Voilà, je pense que... Mais c'est quelque chose qui est important et qui monte. Alors, vous avez parlé du Covid. Depuis le Covid, on sent cette montée de précarité, mais aussi de difficultés liées à la santé mentale chez les jeunes. Voilà, c'est quelque chose de très fort, de très fort. Mais écoutez, je vous remercie tous les trois pour vos propos. On va remercier la Casdin Banque Populaire de nous permettre de faire ces émissions avec VK. Et à bientôt.